Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, J-10 avant les célébrations du 80e anniversaire du débarquement. On prend de l'avance et on élargit le sujet à la libération en général avec Jean Bulot, co-auteur d'une bande dessinée sur le sujet. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu, expositions et programmes d'anglais. Cécile vous raconte la monarchie parlementaire anglaise à l'occasion d'une grande expo de portraits royaux. Ça se passe à Londres, à Buckingham Palace. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Allez, je vous le fais en anglais, ce sera en blanc. Fly me to the moon. Oh, franchement, fly me to the moon. Autour d'un projet lunaire que raconte le quotidien L'Actu. Et puis rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier direction Toulouse, où le festival Nouveau Printemps propose un riche contenu pédagogique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Nous sommes dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et les ondes de Radio Londres adressent par ces vers de Paul Verlaine le signal de l'imminence du débarquement. Ils en modifient d'ailleurs un des termes puisque Verlaine écrit berce et non pas blesse. Mais qu'importe, le message est reçu et quelques heures plus tard, à l'aube, une incroyable armada jaillit de la brume sur les côtes normandes. Les 80 ans de cet événement historique feront dans quelques jours l'objet de multiples commémorations. On y revient aujourd'hui autour de la parution chez Gallimard Jeunesse de la bande dessinée documentaire La Libération. Elle est signée Aurélie Luneau, Jérôme Meyerbisch et Jean Bulot. Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur de documentaires, co-scénariste de cette bande dessinée. Déjà, c'est pas facile d'attaquer un tel monument de la mémoire collective. Non, c'est pas facile, étant donné aussi que c'est sans doute l'un des événements dans notre mémoire collective où il y a eu le plus de livres, de documentaires, de récits. Et c'était aussi comment aborder cette histoire grâce à des chronologies et des récits, et comment aussi l'élargir. Vous l'avez dit au tout début en introduction, on s'attache souvent en histoire à des dates, mais qui figent un peu l'événement et qui le rapetissit presque. Le 6 juin 1944 a été un moment important, un événement qui fait basculer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et dans le monde. Mais c'est loin de résumer la libération. Exactement. Notamment parce que votre choix, c'est de remonter dès le début de la guerre et on se rend compte finalement que cette libération, alors d'abord elle va durer, mais ça on en parlera après, bien après le 6 juin, mais surtout elle commence d'une certaine manière bien avant. Alors il y a les tout premiers actes de résistance que vous reprenez, qui sont des actes un petit peu symboliques, mais assez vite, à la fois l'armée des ondes va s'organiser, la France libre va s'organiser. Oui, en fait, on peut même dire que les chemins de la libération débutent même avant l'occupation, avant la capitulation de la France. Le 17 juin 1940, deux événements. De Gaulle quitte Bordeaux, va vers Londres en avion, et le 17 juin aussi, Jean Moulin, qui est alors préfet de Chartres, décide de refuser un ordre des Allemands qui sont arrivés dans sa ville, de signer un document qui accuse les tirailleurs sénégalais. Et il décide, ce jour-là, de dire non, mais aussi de se trancher la gorge. Et c'est ce jour-là, finalement, les France combattantes qui vont vouloir poursuivre le combat, commencent à se dessiner. Se dessinent et entament finalement les chemins qui vont amener à l'année 44 et à l'année 45. On est aujourd'hui aussi la journée nationale de la libération, la célèbre. C'est assez récent, c'est une commémoration qui a été décidée en 2013. 27 mai, pourquoi ? 27 mai parce que c'est la première réunion du Conseil national de résistance. En 43, et par Jean Moulin qui organise. Qui entre-temps ne s'est pas tranché la gorge. En tout cas, dans pas bon, voilà. En fait, il est sauvé juste après. Mais en 1943, après avoir été démis de ses fonctions, il a organisé la résistance intérieure. Et autour de cette organisation qu'on appelle le Conseil national de résistance, et le 27 mai, c'est la première réunion. Et quelques semaines après, il est arrêté et on perd sa trace. Et du moins, les résistants perdent sa trace. Si je m'arrête sur cette année 43, c'est parce que si vous voulez avoir 40-44, vous lisez La Libération, la bande dessinée. Moi, je voudrais qu'on cible là-dessus parce que ça raconte tout le travail que vous faites pour dire comment se met en place à la fois le débarquement et ce qui va s'en suivre. Et cette année 43, elle est extrêmement importante. D'abord, il y a un premier débarquement qu'on n'étudie pas tant que ça à l'école en France, du côté de l'Italie, et puis la Corse aussi. Oui, il y a même un débarquement juste avant, pendant l'automne 42. L'Afrique du Nord, bien sûr, occupée, et le premier débarquement américain et anglais qui libère ce territoire, et aussi où le général de Gaulle prend place, finalement, à Alger. Et en 1943, effectivement, il y a un premier débarquement en Sicile qui se passe bien.
Mais la montée des forces alliées est bloquée C'est Monte Cassino. Cassino. Des mois et des mois de combat. Exactement. Et le débarquement, épopée terrifiante. Ce qui montre aussi qu'un débarquement n'annonce pas une libération. C'est ça. Et ça, on va le retrouver après. Et donc, même si le régime chute, le régime fasciste italien chute, du moins Mussolini, en même temps, en Corse, qui est occupée par les Italiens, les Corses se révoltent et c'est le premier territoire métropolitain qui est libéré donc en fin septembre, début octobre 1943. Et toujours en cette année 43, les Alliés commencent à planifier un débarquement sur les plages françaises, sur les plages normandes. On ne sait pas encore exactement où ça va, mais enfin quand même... la décision d'ouvrir un front à cet endroit-là, elle est prise en 43. Exactement. Et c'est là aussi où il y a des discussions entre les grands, autant Churchill, Staline que le côté américain. Et c'est vraiment cette discussion de savoir où, quand, des discussions où De Gaulle est absent. Absolument. De Gaulle, il va se faufiler dans cette histoire d'une manière absolument remarquable, jusqu'à clamer sur le balcon de l'hôtel de ville, et on en parlera du 25 août 44, parce que c'est une autre date qui écrase notre mémoire de la libération, le Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Avant, il a fallu débarquer, traverser la Normandie, c'est ce qu'on va raconter juste après l'Anti-Sèche. Quand je dis on, c'est surtout Jean Bulot qui va le raconter. Cécile, bonjour. Bonjour. De l'histoire encore au programme, mais de l'histoire du côté de l'Angleterre, même si elle est impliquée dans l'histoire que nous raconte Jean Bulot. Direction Londres à l'occasion d'une expo photo qui se tient donc à Buckingham Palace. Anti-Sèche, very British. Yes. Alors, au programme de cette Anti-Sèche, il n'y a pas que l'histoire. On va parler monarchie parlementaire, Elisabeth II qui est décédée, vous le savez, le 8 septembre 2022. Et évidemment, on va parler aussi Brexit. Donc, c'est vraiment plein de programmes en un. On a de l'anglais, de l'histoire, de la géopolitique. Et tout ça à l'occasion, vous le disiez, de cette exposition intitulée, attention l'accent, The Royal Portrait Century of Photography. C'est pas si mal. Bien. Elle se tient jusqu'au 6 octobre prochain et on peut y voir 150 portraits de la famille royale pris dans son intimité ou dans des moments plus officiels. Des photos connues pour certaines et d'autres qu'on découvre. Vous voulez parler, pardon, je voulais sans doute parler, Emmanuel, de celle qui date de 1964, n'est-ce pas? Bien sûr. Sur laquelle on voit la reine Elisabeth, alors âgée de 38 ans, en compagnie de sa sœur, la princesse Margaret, et de ses deux cousines, qui sont la princesse Alexandra et la duchesse de Kent, Catherine Worsley, qui posent toutes avec leur bébé dans les bras. Elles ont alors tout accouché à 2 mois d'intervalle. Et cette photo a été prise puis envoyée à leur obstétricien commun qui s'appelle Sir John Peel pour le remercier. Vous nous la montrez? Et je ne peux pas vous la montrer. On n'a pas le droit. Il faut aller à Londres. Bon, il y a d'autres photos très connues quand même. Oui, évidemment, celle du couronnement d'Elisabeth II le 2 juin 53. Alors, il faut savoir que le couronnement constitue le premier événement majeur à avoir été diffusé internationalement à la télévision. La cérémonie est retransmise en direct pour les Britanniques et certains Européens, dont les Français, et en différé pour l'Amérique du Nord et l'Australie. On estime qu'il y a 277 millions de personnes devant leur petit écran. À titre de comparaison, mais bon, ils étaient 2 milliards pour le mariage du prince William et de Kate Middleton le 29 avril 2011. Après, c'est pas la même chose, c'est pas la même époque. On n'est pas équipé de la même manière dans les années 60 que fin des années 50 et en 2011. Mais bon, voilà. Elisabeth II et la monarchie britannique en général, d'ailleurs, qui sont au programme, aussi bien au collège qu'au lycée. Oui, alors encore une fois, sous bien des aspects géopolitiques, je le disais, anglais, histoire, partout. On parle beaucoup de l'Angleterre. Géopolitique, notamment parce que le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire. Alors oui, qu'est-ce que c'est un type de gouvernement particulier. Qu'est-ce que c'est une monarchie parlementaire, messieurs? Alors, ça veut dire qu'un roi ou une reine, un monarque, détient le pouvoir avec un parlement, donc des gens élu par le peuple. Le Parlement détient le pouvoir législatif, c'est-à-dire celui de faire des lois. Adolphe Thiers, qui fut président de la République française entre 1871 et 73, définira la monarchie parlementaire ainsi: le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. Et cette monarchie parlementaire est mise en place en Angleterre en 1689 par Guillaume III. Et petite précision également, il n'existe pas de constitution écrite. Tout repose sur la coutume. Ce qui fait le bonheur des avocats, des métiers du droit en Angleterre. Elisabeth II, qui est le monarque britannique, qui évidemment a régné depuis longtemps, on l'a beaucoup rappelé au moment de sa mort. Bah oui, 70 ans quand même. Et son règne sera marqué notamment, parce que 70 ans c'est long à résumer, mais par la décolonisation et la fin de l'Empire britannique. Mais c'est notamment pour ça qu'on en parle en cours d'histoire. Oui, c'est ça. Lorsque Elisabeth II accède au trône en 1953, l'Empire colonial britannique est déjà en cours de délitement, j'ai envie de dire. L'Empire a déjà perdu l'Inde, qui a proclamé son indépendance en 1947. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1945, l'Empire britannique, c'est 700 millions d'habitants. 25 ans plus tard, ils ne sont plus que 5 millions. Voilà. Ça s'appelle la fin d'un empire.
Autre point évoqué donc en cours de géopolitique, on parle beaucoup Brexit. Oui, on parle aussi du Brexit auprès des petits lycéens et collégiens français. Le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne le 31 janvier 2020, soit 47 ans après son entrée dans ce qui s'appelait alors le marché commun européen. Une décision prise après que 51,89% des électeurs aient demandé par référendum son retrait. Eh ben, merci beaucoup pour cette anti-sèche Made in UK. On vous retrouve pour la récré. Après Londres, vous allez nous emmener sur la Lune. Et évidemment, sur toute cette épopée d'Elisabeth II, vous pouvez regarder The Crown. Tout à fait. C'est excellent. Très bonne recommandation. Superbe. Jean Bulot, La Libération. La Libération, c'est le titre de cette bande dessinée documentaire signée Aurélie Luneau, Jérôme Meyerbisch et donc Jean Bulot. Elle vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Si on compte en nombre de pages, Jean, finalement, le débarquement, dont on s'apprête à célébrer le 80e anniversaire, il en occupe assez peu. C'est le point de départ d'une libération. Alors, on a raconté qu'elle se préparait depuis fort longtemps, mais qui va durer fort longtemps. Oui, autour du 6 juin, qui est le jour qu'on appelle le jour J, tout se passe bien en fait. À part sur une plage, sur les 5 plages de débarquement, la plage américaine d'Omaha Beach, c'est la suite qui se passe, qui est plus compliquée pour les Alliés. Pour la falaise du Hoc, la pointe du Hoc, c'est pas évident. Mais c'est la géographie qui fait ça. Et ce qu'on appelle aussi la bataille des haies, où finalement les chars et les Américains, notamment, ont du mal à passer. Et c'est vrai que ça se fige, la situation se fige. Et au niveau... même si la nouvelle passe dans toute la France, la question d'un débarquement et d'une libération qui prennent du temps s'inscrit finalement dans les têtes. Et c'est une période aussi qu'il faut voir. Les dates et les lieux changent. La libération n'est pas la même selon si on habitait Paris, la Normandie ou le sud de la France. Pour les Normands, c'est une période douloureuse, l'été 44. Énormément de destruction, énormément de morts. Énormément de morts. Et civils et à cause des bons alliés. Enfin, c'est pas tué par l'armée allemande. Hein. Autant des hommes que des bêtes même. Dans les mémoires des paysans normands, la question... On perd le cheptel. Et oui. Et il y a quelque chose où le choc aussi de cet été-là, et c'est aussi l'une des particularités de la Seconde Guerre mondiale. Sur l'ensemble des événements mondiaux, c'est aussi un événement où il y a plus de victimes civiles que de victimes militaires. C'est l'une des particularités, comme l'occupation. Donc 6 juin 1944, le débarquement, les plages normandes, donc du côté de Ouistreham et un peu à l'ouest de Ouistreham. 25 août, Paris. Mais en fait, Paris, c'était pas au programme. C'était pas au programme des Alliés. Des Alliés. Mais c'était au programme du général de Gaulle. Et c'est aussi l'une des forces, finalement, de l'homme de Londres qui va sortir et qui va... travailler avec les hommes de l'ombre qui étaient à l'intérieur, qui étaient résistants en France, c'est de faire de Paris un moment aussi à part dans cette route vers Berlin, d'un point de vue politique, pour De Gaulle. Il cherchait une légitimité. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a entendu le discours du 18 juin. Personne, en fait, en direct. C'est pas le cas. Ouais. Le débarquement en 1942 en Afrique du Nord, il n'y a pas eu une effervescence autour de l'arrivée du général de Gaulle. Ça change en 1944. Il est devenu quelqu'un et c'est pour ça aussi qu'il fait le choix, juste après le débarquement du 6 juin, il va à Bayeux. Après, le fameux discours de Bayeux. Et ensuite, il faut viser Paris. Et pour ça, il appelle son camarade Leclerc. Le général Leclerc, qui est sous les ordres des Américains. Voilà. Et qui désobéit. Aux Américains et qui obéit à De Gaulle. Et qui désobéit à plusieurs reprises parce que Paris lance son insurrection à partir du 18 août. Et le risque à ce moment-là, c'est finalement que les Alliés ne viennent pas et qu'on laisse les Parisiens seuls dans la bataille. Et là, ils vont se faire massacrer parce que c'est pas avec quelques fusils et... Voilà, la préfecture n'est pas encore prise, la police n'a pas changé de camp. Et même quand la police aura changé de camp, finalement, la question des armes... Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est absolument et au même moment, à Varsovie, qui est aussi où la population s'est insurgée, les Soviétiques ne sont pas rentrés. Et eux ne bougent pas. Ils ont été massacrés. Ouais. Donc il y a cette question-là, mais au final, le 25... Leclerc désobéit, la 2e DB, la 2e division blindée arrive à Paris. Et les Parisiens se libèrent aussi d'eux-mêmes. Voilà. Et très vite, ce fameux discours, ce Paris libéré, sur le balcon de l'hôtel de ville, où il prend des risques absolument considérables. D'ailleurs, on tire à un moment donné. Lui reste debout. Oui. Alors après, il y a beaucoup... c'est un peu le mythe, ça. C'est trop regardé, Paris brûle-t-il. Non, mais comment on raconte aussi l'histoire après parce qu'il y a 2 moments importants dans l'arrivée de Gaulle. C'est le 25, effectivement. Il met du temps à aller à l'hôtel de ville. Parce qu'à l'hôtel de ville, il y a le CNR.
Conseil national de la résistance. Notamment Georges Bidault, qui a pris la succession de Jean Moulin. Et ce sont des... Comment dire, il n'a pas la main sur eux. Et il y a la rencontre, effectivement, de ceux qui se sont battus en France et ceux qui se sont battus à l'extérieur. Et cette rencontre est assez froide. Et il ne veut pas, par exemple, annoncer la République. Bidault lui demande de déclarer la République comme ça a été de nombreuses fois fait à l'hôtel de ville de Paris. De Gaulle refuse. Il dit que la République, c'est lui. Et le lendemain, c'est le triomphe. Le lendemain, c'est la descente des Champs-Élysées. L'arc de triomphe, oui, c'est là que ça tire d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. C'est là, et à Notre-Dame, où effectivement, il y a des tirs quand il finit son périple entre l'Arc de Triomphe, l'Hôtel de Ville et Notre-Dame. Et pourtant, tout ça est bien loin d'être terminé. On va le raconter après la récré, parce que les dernières poches de résistance allemande, elles ne tombent qu'en 1945, en mai 1945. Il s'est passé plein de choses entre-temps que vous retrouvez dans La Libération. Chronologie et récit, super BD, plein de repères historiques. C'est très riche. On retrouve Jean Bulot après la récré. Cécile Fournier. Pour cette récré, vous nous emmenez sur la Lune. Vous avez repéré dans le journal L'Actu, édité par le groupe Playback, qui est notre partenaire dans cette émission, une info tout à fait insolite. Oui, alors effectivement, on y apprend qu'une mission appelée Sanctuary in the Moon a été lancée fin mars, qui prévoit de déposer un container sur la Lune en 2027 avec la mission Artemis. Alors, il y a quoi dans ce container? Qu'est-ce qu'il y a dans ce container, Emmanuel? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on trouvera 24 disques de 10 cm de diamètre en saphir industriel, donc un matériau ultra résistant, et sur lequel seront gravées des connaissances essentielles en maths, en culture, en sciences, etc. Et on trouvera également un génome humain d'un homme et d'une femme inconnue. Une centaine d'objets sera répertorié. Ça peut être des textes sur des microfilms ou même des grains provenant de cultures comme des grains de blé, par exemple, tout simplement, et des messages manuscrits de personnalités comme Einstein. L'idée, c'est que ça soit découvert dans des millions, des milliards d'années et d'années par quelqu'un qui irait sur la Lune. Super, et on le met sur la Lune parce que c'est réputé être un endroit plus stable que la Terre. La Terre, oui, on la malmène beaucoup, la Terre. La Terre, on se demande ce qui va se passer dans des milliards d'années, alors que la Lune, elle est un peu stable. Il n'y a pas d'érosion. Il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de volcan actif, il n'y a pas de tremblement de terre. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Mission qui porte un titre anglais, mais qui est menée par un ingénieur français. Oui, c'est Benoît Févelet, un ingénieur bourguignon qui travaille sur ce projet avec la NASA. Mais il n'est pas seul. Dans l'équipe pluridisciplinaire, on compte également 11 scientifiques, des astrophysiciens, des cosmologistes, des paléontologues et des artistes. Et quand vous nous avez annoncé que vous alliez traiter ce sujet, on vous a tous dit « Mais non, on connaît déjà, ça a déjà été fait, Cécile. » Ben oui, parce que vous pensiez, Emmanuel, au Golden Record. Je pense au Golden Record. De la NASA, qui a été effectivement envoyé par la NASA en 1977. Mais vous n'étiez pas né, donc vous ne pouvez pas le savoir. Un disque en or. Ah, c'est gentil de le rappeler. Oui, qui contient des sons, des images, tout ce qui fait notre humanité. Par exemple, bonjour dit en 55 langues, le bruit des vagues, du train, de la musique, du Mozart, du Stravinsky, de Louis Armstrong. Et aussi 116 images, notamment, je sais pas, il y en a plein, un aéroport, une femme qui allait, un Malaisien qui tient un enfant, voilà. D'accord, mais pourquoi on refait ça des années après, en dehors du fait qu'il y a évidemment une accumulation de connaissances nouvelles? Oui. On complète, c'est ça? On complète, et puis surtout, par exemple, il n'y a pas les Beatles dans la version 77. Non. Ouais, alors ça, c'est un petit peu gâché. Ça va pas du tout, ça. Plus sérieusement, en fait, il y a notamment ce que je disais, le génome. Bien sûr. Et on a beaucoup progressé en 50 ans sur cette question, donc c'est aussi pour ça. Merci beaucoup, Back to Earth. Yes. On revient sur Terre. Yes. Houston, we've got a problem. Yes. Merci beaucoup pour cette récré, Jean Bulot, La Libération. Une cérémonie internationale à Saint-Laurent-sur-Mer, sur la plage d'Omaha Beach, une Britannique à Vers-sur-Mer, une Américaine à Colville, une Canadienne à Courseulles. La Normandie s'apprête à commémorer le 80e anniversaire du débarquement. Étape majeure, mais on l'a vu, pas unique de la Libération, le sujet de la bande dessinée que co-signe Jean Bulot chez Gallimard Jeunesse. La Libération, 6 juin 1944. Et au fond, 8 ou 9 mai 45, quoi. Les dernières poches de résistance tombent très tard. Oui, les poches de résistance, mais la guerre se finit pas à la fin des non, mais même la libération du territoire français, il y a encore des poches de résistance de l'armée allemande. À Dunkerque, à Saint-Nazaire. Ouais, voilà. Et effectivement, en fait, la libération prend du temps. Et il n'y a plus non plus des objectifs, c'est malheureux à dire, mais c'était plus des objectifs militaires. Ces poches-là n'étaient plus des objectifs militaires. Mais c'est vrai qu'elles se prolongent jusqu'en mai, et on pourrait même dire un peu plus tard avec l'Indochine.
Leclerc, après, va en Indochine et la guerre se poursuit. Et ça, c'est les autres effets de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, sur celle-ci, on l'aborde quand même au moment de l'armistice. Oui. Je dis l'armistice, mais il n'y a pas eu d'armistice d'ailleurs en 1945. Donc je dis une grosse bêtise, vous avez le droit de me reprendre quand même. C'est une capitulation et c'est bien la différence entre 18 et 45. Pardon. La France est libérée, la guerre est achevée. Commence alors le travail à la fois de reconstruction, très vite le travail de mémoire. Alors il y a des choses qu'on retrouve dans votre bande dessinée, qu'on a mis un petit peu de temps à raconter quand même. Les viols de civils françaises par des soldats alliés, d'autres exactions. Enfin, c'est pas une histoire si claire que ça, la libération. Non, et comme toute histoire, finalement, la mémoire prend du temps et est liée aussi aux événements présents. Et effectivement, la question des civils a mis du temps. De l'impact au sein des civils a mis du temps. La question des viols et des violences faites aux populations civiles par les armées alliées en France, mais aussi en Italie. Vous avez cité tout à l'heure Monte Cassino. L'ombre des Français est très mal vue là-bas. Il y a du souvenir. Et effectivement, cette histoire-là bouge avec le temps. La question de la résistance, qui a été très importante, sur le rôle de la résistance, qui a pris toute la place au début. C'est Paris brûle-t-il, mais d'autres films ont suivi, qui changent aussi notre regard. La question aussi du rôle de l'État français sur la déportation, qui a mis du temps. Oui, parce qu'il faut attendre Paxton, l'historien américain, fin des années 70, et après il faut encore le temps que ça rentre dans les programmes. Des films comme Le chagrin et la pitié, la question des procès aussi, qui font changer les choses et qui changent aussi le regard. Mais aujourd'hui encore, cette histoire bouge, évolue grâce aux derniers témoins et grâce aussi aux travaux des historiens, et on regarde aussi cette histoire de façon différente. Dans les derniers témoins, il y en a un pour lequel vous avez, je crois, une tendresse particulière, c'est Robert Birenbaum, qui a publié son histoire il n'y a pas très longtemps, début de l'année, dans un livre. Oui, alors c'est un ouvrage qu'on conseille. 16 ans pendant la guerre, Birenbaum. Qu'on conseille à la fin du livre, parce que effectivement c'est l'un des derniers, et il raconte... il s'engage, il a 16 ans, il s'engage au lendemain de la rafle du Veldiv, donc en 1942 à Paris, et il sera arme au poing pendant toute la semaine de l'insurrection à Paris en août 1944. Et c'est quelqu'un qui s'engage. C'est un civil, il n'a jamais porté les armes. Ouais. Et pendant cette période, et pour revenir aussi au 25 août, la rencontre entre l'armée de l'ombre et l'homme de Londres, ce qu'ils ont en commun, c'est les morts. C'est qu'il y a des absents. Certes, ils sont heureux de cette libération. Il y a les sourires, il y a les danses, il y a les baisers, on a cette image-là. Mais il y a celles et ceux qui ne reviendront jamais. Notamment Jean Moulin qui évoquait ce jour-là. Mais il y a aussi celles et ceux qui peuvent du moins espérer être sauvés. Je pense évidemment aux Juifs, au premier rang d'égard, puisque ça va arrêter, en tout cas pour les zones libérées, la libération. Les déportations, alors même que les Allemands avaient renforcé la fréquence et l'horreur de la solution finale à mesure que la défaite militaire arrivait d'ailleurs. Oui, il y a encore des trains qui partent au mois de juillet 1944. Ouais. Mais effectivement, le moment de la libération à Paris, quand les cloches sonnent, il y a plein de gens qui sortent des caves. Parce que eux qui étaient traqués, ciblés, dont la vie était suspendue, se libèrent ce jour-là. Et effectivement, c'est un jour à part. Voilà, je vous montre la double, elle n'est pas très spectaculaire visuellement, mais c'est pour vous montrer la richesse également de prolongement possible que vous propose le livre La Libération, chronologies et récits chez Gallimard Jeunesse. Il y a énormément de choses à faire et à lire ensuite. D'un mot, vous, quel a été votre guide quand vous avez dû choisir les moments clés du récit? C'était quoi le grand regard finalement, qui vous habitait? On s'est tenu à essayer de raconter à hauteur d'homme, à hauteur des civils. Et ça fonctionne très bien, et notamment grâce aux bandes dessinées. Et voilà. Et c'était la construction aussi de construire vraiment, de suivre des personnages, et c'est ça aussi l'histoire, c'est que ça permet de poser d'autres questions. Nous, l'intérêt, c'est que l'utilisation pour les plus jeunes, mais aussi pour les professeurs, ou même les plus âgés, c'est d'aller plus loin finalement, de se poser des questions. Et c'est ça l'histoire. On avait encore des questions avec Aurélie, c'est pour ça qu'on a proposé ce livre, et on en a encore. Vous en avez encore. Bon, je suis ni dans les élèves, ni dans les profs, je suis juste dans les plus âgés, mais moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Lisez-le, La Libération, chronologies et récits. Je vous ai pas bien montré les choses. J'en montre, voilà, il y a un côté bande dessinée, super bien dessiné, et puis à d'autres endroits, vous avez des frises historiques, comme par exemple ici, les chemins de la Libération, ce qui permet de donner vraiment des repères. Donc on peut s'en emparer très facilement. Vous restez avec nous. On va partir du côté de Toulouse, et Marie-Olivier va succéder sur ce plateau à Cécile Fournier. Merci Cécile. Bonjour Marie. Marie, comment ça va?
Bien, et vous? Très bien. Cours particulier. On va aujourd'hui dans la ville rose, Toulouse, où commence dans quelques jours un festival d'art de création contemporaine avec un projet pédagogique extrêmement affirmé. C'est pour ça que vous en parlez. Il s'appelle comment ce festival? Oui, il s'appelle le Nouveau Printemps. Moi, c'est un nom qui me convient bien. On voit qu'il tarde à venir, le printemps. Le Nouveau Printemps, c'est un mois d'événements du 30 mai au 30 juin autour du cinéaste et auteur local Alain Guiraudy. C'est toujours Alain Guiraudy ou c'est à chaque fois un artiste par an? C'est la deuxième édition du Nouveau Printemps cette année. Et l'an dernier, effectivement, c'était une designer, Nathalie Crasset, qui avait déployé son univers dans la ville rose. Elle s'était intéressée aux vivants et aux communautés. Cette année, Alain Guiraudy sera dans le quartier historique des Carmes Saint-Étienne pour explorer l'incertitude de l'avenir entre légèreté et inquiétude, comme l'explique la présidente du Nouveau Printemps, Eugénie Lefebvre. Il s'est entouré, Alain Guiraudy, pour concevoir cette programmation, je crois. Exactement. Il réunit autour de lui une vingtaine d'artistes contemporains de tous horizons pour habiter le quartier des Carmes pendant un mois, attirer le regard des riverains et des visiteurs, en mêlant poésie et création autour des enjeux d'un avenir inquiétant, voire effrayant. Je cite Alain Guiraudy, j'ai invité des artistes plutôt jeunes qui ont pour la plupart un regard tourné vers l'avenir. Certains se situent à la frontière de l'art, se nourrissant à la fois de science et de spiritualité pour leur création. Donc si vous vous rendez à Toulouse, vous pourrez déambuler autour de différentes œuvres d'art entre utopie et dystopie. Quartier des Carmes qui inspire les artistes. C'est un quartier particulier, si vous nous en dites deux mots. Exactement, c'est un quartier typique de Toulouse qui est témoin d'une superposition d'époques. Il a émergé autour du tracé du Cardo, la voie romaine qui permettait de traverser la cité du nord au sud. Plus tard, de petites ruelles médiévales y ont été construites, ce qui laisse libre cours évidemment au voyage dans le temps. Et un certain nombre d'installations vont aussi avoir lieu au sein d'un parking construit dans les années 60, époque où la voiture évoquait la liberté. Ce qui a bien changé. Vous avez des exemples de ce type d'installation? Oui, par exemple, les artistes June Balthazar et Pierre Pose mettront en place une installation intitulée Masse, autour de vidéos et de sculptures à la Galerie 24, pour questionner l'habitabilité du monde et notre capacité à faire tenir le monde ensemble. Au fameux parking des Carmes dont je vous parlais, il y a le studio créatif Ebb Global qui est en collaboration avec les artistes Guiraudy, justement Grégoire Bail et Neil Beloufa, et aussi en collaboration avec des modèles d'intelligence artificielle et avec la participation des habitants du quartier, permettent une histoire personnalisable. Et là, vous incarnez un voyageur sur une île peu accueillante qui est en proie au bouleversement climatique. Donc c'est une matière à réflexion pour les petits et les grands. Beaucoup d'installations donc, mais aussi beaucoup d'événements programmés tout au long du mois. Et c'est là qu'on va glisser gentiment vers les propositions purement pédagogiques. Exactement, des conférences, des rencontres avec les artistes, des performances en direct, des visites comptées pour toute la famille autour de l'œuvre Masse dont je vous parlais, ou encore des ateliers photocollage pour les enfants, des ateliers découvertes du quartier aussi pour les plus jeunes ou pour les plus âgés, des ateliers sur l'IA générative. Tout cela est ouvert et gratuit à tous. Et du côté des projets pédagogiques, plein d'établissements impliqués? Oui, c'est un projet au long cours, vraiment, avec une trentaine d'établissements scolaires de l'Académie de Toulouse. Ces derniers mois, ces classes de collège et de lycée ont vraiment exploré les angles abordés par les artistes du Nouveau Printemps, avec leurs profs d'art plastique. Au menu, les promesses de demain, les dispositifs de narration ou encore les formes de résistance. Ce qui nous ramène à notre sujet et à la Journée nationale de la résistance qui a lieu aujourd'hui. On le rappelle, ils en ont fait des œuvres, les élèves? Oui, et ces productions seront d'ailleurs aussi exposé durant le festival à Cours-Baragnon. Il y aura une restitution collective d'abord et une publication aussi qui compile l'ensemble des œuvres des élèves que les visiteurs pourront se procurer gratuitement au lieu d'accueil du festival. Les petits artistes vont donc exposer aux côtés des plus grands et il y en a aussi qui ont collaboré, qui ont participé au projet de l'auteur Karel Ménine. Superbe, festival inclusif, intergénérationnel, comme on les aime. On redonne les dates, les détails? Exactement. C'est du 30 mai au 30 juin à Toulouse, au quartier des Carmes Saint-Étienne. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur le site internet lenouveau.com. Et vous y teniez avec des visites guidées sensorielles qui sont aussi proposées pour les publics aveugles ou malvoyants et des visites en langue des signes. Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, la Libération, chronologie et récit, plein de raisons de le lire. La Journée nationale de la résistance aujourd'hui, les célébrations du 80e anniversaire du débarquement. Mais vous l'aurez compris, si vous nous avez bien écouté et si vous le lisez, le débarquement, c'est pas toute la libération. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission que je libère. Maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec en régie et qui a préparé cette émission avec Pénélope Day. Est en régie, pardonnez-moi, au son avec Héloïse Merlin et à la réalisation avec Xavier Sanchez. Vous restez sur Soul TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.